Bonsoir, docteur Philippe Plancard-Dassac. Bonsoir, Jean-Manuel. Bonsoir à Patrick, qui vient de rejoindre notre équipe des entretiens. Donc, bienvenue, Patrick. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Merci de votre présence et de votre fidélité. Bon, eh bien, Oui, bonsoir à bonsoir vous à vous tous. tous et bien entendu, et bonsoir à nos auditeurs. Donc voilà. Donc je vais laisser la parole à mes collègues. Donc moi, j'ai décidé de me concentrer pour l'instant sur la réalisation, car je suis déjà très polyvalent au sein de nos structures militantes. Donc j'ai décidé de me concentrer sur certaines fonctions et lors des entretiens, à partir de maintenant, donc de laisser plus de latitude à mes collègues pour s'exprimer et donc pour poser les questions. Donc, les questions seront donc posées par Jean-Manuel et Patrick en interaction avec le docteur. Donc, quand vous êtes prêts, allez-y. Donc, première question, docteur. Que pensez-vous de l'information de viol avec torture d'enfants de moins de 6 ans de la part de Pierre-Alain Cotineau, membre des organisations LGBT, ainsi que de la France insoumise au moment des faits? Bon, bah, c'est pas joli, joli, hein. Alors, il faudrait relever quand même que les responsables de ce mouvement d'extrême gauche, qui avait tout de même été horrifiés par l'affaire, avaient entamé une procédure de radiation de l'intéressé dès les premières révélations qui remontent à tout de même à 2024. En fait, cette affaire est révélatrice de toute une série de dérives occasionnées par le mouvement de revendication favorable aux minorités sexuelles et de mœurs, etc., et à la déliquescence de notre civilisation, parce que c'est ça qui est en cause finalement. Et miné, évidemment, par la destruction du modèle familial. Donc voilà, c'est tout ça qui est en cause et qui se révèle à l'occasion de cette information. Le paysage politico-médiatique français actuel offre peu de perspectives favorables à nos idées. En effet, selon un sondage récent, la popularité de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, le plus à droite de nos hommes politiques, est en chute libre. N'est-ce pas là, dans l'ensemble, le signe d'une offre politique pauvre et peu représentative des aspirations des Français? Bon, j'ai vu effectivement le sondage. Alors bon, je commencerai par dire que ça vaut ce que valent les sondages et ce que les sondeurs veulent faire accroire au public. Donc, à prendre tout de même avec des pincettes. Pas oublier que fondamentalement, les sondages sont faits pour influencer l'opinion publique. Donc, je dirais prudence. Marche des festivités du 14 juillet, la presse fait déjà état de dizaines de voitures brûlées et de centaines d'interpellations. Pouvez-vous revenir sur le climat d'insécurité qui affecte notre pays, sur ses causes et sur les solutions qu'il faudrait envisager? Alors, pour les causes, bon, il y a deux causes essentielles. Une cause extérieure qui est l'arrivée de toute une immigration indésirée, euh, et puis une cause intérieure qui est le manque d'autorité de l'État. Parce que si l'État remplissait son devoir et mettait de l'ordre dans ses affaires dès le début, eh bien, ça n'irait pas constamment en s'amplifiant. Donc ça, c'est une chose. Et puis, voulez-vous que je vous dise? Les Français sont un petit peu complices là-dedans dans la mesure où ils acceptent. Alors, toujours, oui, il faut tout de même en parler à propos des festivités du 14 juillet. Euh, Qu'est-ce que le 14 juillet? Que représente le 14 juillet?
la commémoration pour honorer une anarchie qui s'installait en France. Alors, comment voulez-vous qu'un peuple qui vit sous l'égide de ce genre de symbole puisse réagir normalement face à la situation dont on parle? Que voulez-vous? Il y a une logique dans les idées. À partir du moment où vous glorifiez de mauvaises idées, eh bien, fatalement, vous aurez de mauvaises conséquences. Tout est là. Il y a beaucoup de monde pour le 14 juillet. Ils voient seulement un jour férié. Ils ont Bien oublié d'où ça sûr, venait. bien sûr, ils connaissent même pas l'origine. Ils connaissent même pas, c'est la commémoration d'un massacre, quoi, c'est tout. Alors que le budget 2026 est déjà en discussion, l'idée de taxer les plus riches fait son chemin. Qu'en pensez-vous? C'est l'éternelle histoire. Ça, c'est. Ah, On table, enfin, ceux qui lancent ça tablent sur la jalousie de ceux qui ont moins par rapport à ceux qui ont plus. C'est évident. Et le problème n'est pas là. Le problème, c'est que. Et si on coupait tout simplement l'immigration au lieu de les laisser rentrer à pleine volée? Hein. Qu'on cessait de leur donner des allocations, pas plus tôt qu'ils sont arrivés sur le territoire, ce qui est une injustice, puisqu'ils reçoivent des allocations comme les Français qui ont travaillé toute leur vie, ou qui travaillent toute leur vie. Non, c'est scandaleux. Toute la politique de la République est un scandale permanent. Personnellement, je me pose la question de savoir ce qu'on entend par les plus riches. Je ne suis pas sûr que les Pinault, Bettencourt et autres voient leurs impôts augmenter. Bonne question. non, eux, Bonne... ils ne font pas partie de la liste. Non, ils ne font pas partie de la liste. Bon, ce sont des formules toutes faites justement pour faire saliver le bon peuple. Mais ça ne va pas à la racine des choses. C'est toujours la même chose, quoi. Bon, question suivante. Adoptée le 8 juillet 2025 au Parlement, la loi Duplomb prévoit notamment la réintroduction à titre dérogatoire et sous condition de certains pesticides interdits en France, mais autorisés en Europe. Qu'en pensez-vous, docteur? Bon, alors, ça dépend ce que l'on entend par pesticide, parce qu'il y en a de plusieurs sortes. Il y en a qui peuvent être tout à fait utiles et nécessaires. C'est en général ce qu'utilisent les petits agriculteurs. Mais dès qu'on part dans la grande agriculture, qui n'est plus une agriculture, mais une industrie, alors là, les pesticides, la chimie, etc., se déversent à plein volet sur les terres. Donc, tout est là. Tant qu'on ne reviendra pas à une agriculture traditionnelle, en ne voulant pas absolument faire du chiffre, on n'en sortira pas et on aura des produits qui seront nuisibles pour notre santé à tous. Et en parlant de traitement, en ce moment, on entend régulièrement à la télé, il y a des zones où il y a des insectes et c'est traité dans les villes et tout ça. Et là, ça ne dérange pas. Quand c'est pour les gens privés, là, il n'y a pas de problème à faire les traitements. Mais d'ailleurs, on en voit tout de suite les conséquences. Le nombre d'abeilles a fortement diminué. Or, l'abeille est un insecte absolument fondamental pour la pollinisation. Donc, ça fait partie du cycle de la nature. Et on est en train de supprimer, c'est de l'inconscience criminelle, en train de supprimer justement un cycle qui est absolument nécessaire. Après, en parlant d'abeilles, j'ai un ami qui est apiculteur et les journalistes sont venus chez lui pour dire que c'est à cause des agriculteurs le problème. Et lui-même, il a dit, il n'a aucune perte à cause des traitements. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui ne nourrissent pas leurs abeilles en hiver. Elles sont trop fragiles et elles ne survivent pas.
Intéressant ça je savais pas. Intéressant. Oui, tout à fait. Bah, c'est un ensemble. C'est un ensemble, mais je crois que le facteur principal, c'est vraiment cette agriculture intensive qui utilise des produits qui sont nocifs pour les abeilles. Les prétendues nouvelles lois sur l'agriculture ne sont-elles pas un effet d'annonce, le pouvoir macronien redoutant la colère des agriculteurs comme en 2024? Bonne question, et votre question est une réponse. À mon avis, c'est ça. Donc, une autre question. Manifestement apeuré par la dégradation du contexte géopolitique, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté d'augmenter le budget de la défense. Que cache, selon vous, cette mascarade prétendument souverainiste à laquelle il se livre face aux caméras? Bon, alors, pour qui connaît un petit peu le contexte géopolitique actuel, incontestablement Macron est le petit soldat des Américains. Donc, c'est évidemment une prise de position contre la Russie, qui, je regrette beaucoup, à première vue, ne nous menace pas. Elle ne pourrait être menaçante que si vraiment les Occidentaux, dont la France, s'attaquaient à la Russie. Alors, ça les démange, mais heureusement qu'ils ont un petit peu peur de la puissance russe, donc c'est la peur qui les fait tenir tranquilles. Mais bon, leurs intentions sont mauvaises de toute façon. Donald Trump menace de lancer des frappes aériennes contre l'Iran. Pour quelle raison? Ah, 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 ah. Pour quelle raison ce bon petit Trump? Je voudrais signaler malheureusement qu'un certain nombre de personnes de nos dix milieux sont pleins d'admiration pour Trump, alors que c'est une ordure. C'est un homme qui est absolument inféodé à l'État d'Israël, et c'est pour ça qu'il veut lancer des frappes contre l'Iran, parce que l'Iran est le seul rempart contre les méfaits d'Israël dans la région. Donc voilà, il voudrait bien exterminer l'Iran, mais ça va pas être si facile que ça, parce que l'Iran, depuis des décennies, a su s'armer. Et si j'en juge par un certain nombre d'informations qui me sont parvenues, l'Iran porte des coups très sévères, non seulement aux Israéliens, mais aussi aux intérêts américains. Donc les Américains et les Israéliens feraient bien de se calmer, parce que sinon, le boomerang pourrait bien leur retourner en plein sur la figure. Ce que je souhaite. Le mouvement houthi yéménite, soutenu par l'Iran, a lancé un troisième missile balistique hypersonique sur l'aéroport israélien Ben Gourion en moins de 24 heures, plaçant Tel Aviv en état d'alerte maximale. N'est-ce pas inattendu de la part des Yéménites? Oui, on pourrait dire que c'est assez inattendu qu'ils avaient ce genre de capacité. C'est un réveil douloureux pour Israël, mais après tout, il a tout fait pour mériter ses frappes en retour. Donc, non, il n'y aura, je pense, il n'y aura de paix au Moyen-Orient que quand il y aura un équilibre de terreur qui s'équilibrera. Le jour où les Israéliens comprendront qu'il faut qu'ils arrêtent d'envoyer leurs petits missiles sur les pays alentours qui les dérangent, parce qu'ils risquent de recevoir en retour des missiles sur la figure, je pense qu'à ce moment-là, ça pourra se pacifier quelque peu. Donc c'est toujours la même chose, il faut un équilibre de terreur. Que pensez-vous de l'escalade des tensions entre Paris et Moscou, Macron persistant à présenter la Russie comme une menace? Ben, c'est toujours la même chose. Macron, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, est le petit soldat des États-Unis. Donc, euh, vous voyez le petit Macron affronter la Russie? Faut pas rigoler.
Non, mais ce sont des postures pour faire croire qu'il représente quelque chose. C'est un grand chef politique. Quelle chance les Français ont de l'avoir, etc., etc. Non, c'est un pantin, c'est tout. Sans compter les autres histoires pas claires avec sa Brigitte. En France, il paraît qu'il n'y a pas de problème avec Brigitte. Dans le monde entier, tous les journalistes en parlent, mais pas en France. Oui, 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 bien entendu. Bien entendu, là, vous avez très bien, tout à fait raison de rappeler qu'à l'étranger, je dirais que c'est l'information principale qui surnage tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et évidemment, en France, bah, pays de la liberté, bien sûr, voyons, mon cher. On, on s'en rend compte. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a remercié Donald Trump pour le soutien que ce dernier lui a envoyé dernièrement avec la reprise de l'aide militaire américaine. Comment analysez-vous ce revirement alors que Trump semblait réticent à l'idée de contrarier la puissance russe? Bon, je pense que comme tout dans la politique américaine, en fait, c'est la puissance de ce qu'on appelle le deep state, c'est-à-dire l'État profond. Donc, c'est pas parce qu'il est président de la République qu'il a le véritable pouvoir. En fait, c'est une marionnette qui ne fait que obéir aux ordres que le deep state lui donne. Donc voilà, je crois que c'est la seule explication. Exactement comme Emmanuel Macron chez nous. Exactement, il y a les mêmes forces derrière les deux, donc c'est exactement la même chose. Alors en plus de ça, dans cette histoire-là, il n'y a vraiment aucune raison, aucune justification de la part pour Trump de lancer des attaques contre l'Iran, parce que ce que développe l'Iran, c'est une industrie nucléaire, mais à but pacifique. Il n'y a aucune trace pour l'instant. On peut regarder toutes les informations. Il n'y a aucune trace d'une menace quelconque d'armement nucléaire iranien. Bon, il pourrait en avoir les capacités, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les mollahs iraniens sont hostiles au nucléaire, qu'ils considèrent comme totalement immoral. Donc c'est ça qui retient les Iraniens. Je dirais d'ailleurs que ce serait à leur détriment parce que ça les met en position de faiblesse. Surtout qu'Israël a fait exactement la même chose après la guerre. Ils ont fait leurs bombes nucléaires à eux. Tout à Ils ont fait. pris Avec l'aide de la France, Exactement. Mais ça, on n'en parle jamais. et voilà, l'aide de la France. Washington a reçu dernièrement la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans la perspective d'un éventuel cessez-le-feu à Gaza. Faut-il s'en étonner? Pas du tout, voyons. Ce bon et cher Netanyahou est allé se lamenter à Washington, ou tout au moins donner ses ordres à Washington pour ce qu'il faut faire ou ne pas faire, pour les intérêts d'Israël. Non, tout est là. Les véritables maîtres du monde ne sont pas ce que l'on croit. Donc, une autre question. Des soldats israéliens ouverts le feu à balles réelles sur des zones diplomates étrangers qui participaient à une visite à Jélin, zone au cœur d'une offensive militaire israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée. Pour quelle raison, docteur? Faut qu'il n'y ait pas de témoins de leur crime, simplement. Circuler, il n'y a rien à voir. Laissez-nous massacrer tranquillement. Voilà ce que ça veut dire. C'est comme le nombre incroyable de journalistes qui ont été assassinés.
de Tout à reporters fait, qui ont été assassinés dans la bande de tout Gaza. à fait. C'est très très bien de le rappeler. C'est tout de même anormal de constater, d'après les informations, ce que l'on trouve sur les réseaux internationaux, le nombre invraisemblable de journalistes qui ont été assassinés par Israël. Surtout pas de témoins. Tout est là. N'est-il pas révélateur qu'à propos du conflit entre Israël et Gaza, Éric Zemmour se soit insurgé contre la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile d'accorder le statut de réfugié aux Gazaouis? Ça vous surprend? Non. Quelles sont les origines de ce cher Éric Zemmour? Ah, il est juif, donc il réagit en juif. Et j'avoue que ce personnage de Zemmour m'horripile. Parce que, bon, peut-être que ceux qui m'horripilent encore plus, ce sont les gens de droite, entre guillemets, qui sont pleins d'admiration pour lui. Le Zemmour est un fauteur de troubles. C'est un agent israélien, tout simplement. Alors que l'Iran annonce 1060 morts après la guerre de 12 jours contre Israël, on apprenait également que 16 scientifiques qui participaient à la fabrication d'une bombe atomique iranienne avaient été tués par le raid israélien et des États-Unis. Pouvez-vous revenir sur ce conflit, sur ses répercussions sur le programme nucléaire iranien et sur l'intervention des États-Unis? Bon, alors, incontestablement, bon, on va revenir un petit peu sur ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Incontestablement, l'Iran accroît sa puissance à tout point de vue, y compris sur le plan nucléaire, ce qui fait évidemment très peur à Israël en première ligne et bien entendu à son féal vassal que sont les États-Unis. Donc c'est ça qui est sous-jacent. Mais le problème, alors on pourrait accuser l'Iran d'un facteur de guerre, etc. Mais l'Iran ne fait que se défendre devant les ambitions israéliennes, tout simplement. Regardez ce qui se passe en Cisjordanie. Israël est en train de, à coup de massacres et d'élimination de population, de s'approprier la Cisjordanie. Donc Israël, par nature, est un facteur de guerre. Tant qu'on ne l'aura pas compris, tant qu'on ne neutralisera pas Israël, le Moyen-Orient et éventuellement le reste du monde sera à feu et à sang. Ils veulent refaire leur grand Israël comme à l'époque. Mais bien entendu, Eretz Israël, tout est là, tout est là. Non, non, mais ça, Et alors, ce qui a d'exaspérant, c'est de voir comment les Occidentaux, y compris les catholiques d'ailleurs, sont à plat ventre devant Israël. Oh, il faut surtout pas dire du mal d'Israël, quoi qu'il fasse, quels que soient ses crimes. C'est exaspérant, c'est scandaleux. J'avoue que quand je pense à ça, je ne décolère pas. Pourtant, en général, je suis calme. Mais tout ça, ça vient des médias, moi, je pense. Oui, mais qui tient les médias? Israël. D'où vient l'argent? Qui tient les médias? Hmm. Donc juive. Rothschild, ça vous dit quelque chose? Et Rockefeller. Et Rockefeller, et puis d'autres, hein. Et tous les autres. Oui, la puissance de la City et maintenant leur cousin américain, l'État profond. Tout à fait, tout à fait. On peut dire d'ailleurs que la puissance de la City est passée entre les mains de Wall Street, c'est évident, mais bon, ils sont la main dans la main contre le reste du monde. Oui.
Ils veulent Euh, imposer leur dictature mondiale, et leur dictature mondiale, c'est la dictature juive. oui, avec des révolutions organisées un peu partout, à commencer par la première, la nôtre, organisée par la City, Tout à entre fait, autres, tout à fait, et la révolution russe organisée par les tout banques à fait. américaines de New York, de Chicago, et également par la City. Tout à fait, à chaque fois derrière toutes ces révolutions qui ont affaibli l'Occident chrétien, on trouve la même main juive. Oui, et Et maçonnique, et maçonnique, les deux allant ensemble, puisque la maçonnerie, comme vous le savez, est issue et- et du c'est courant. toujours une liaison entre les riches banquiers et très riches bourgeois et les racailles des prisons pour faire comme main-d'œuvre Tout à fait. contre les gens normaux qui sont ni des criminels, ni des, ni des tyrans ou des dictateurs. Voilà. C'est évident. Exactement comme c'est arrivé avec les Gilets jaunes. C'était pas les petites familles avec les enfants et les personnes âgées qui ont tout détruit là-bas. Une fois que les CRS ont lancé les bombes lacrymogènes, tout le monde est parti. Et après, les gens des banlieues sont venus, ils ont tout nettoyé, tout cassé. Tout à fait. Exactement. Exactement. Cette histoire des gilets jaunes. C'est toujours la même chose. C'est à ça que l'on voit vraiment que une insurrection populaire, bon, c'est bien, mais elle ne peut avoir d'efficacité et aboutir à un résultat que s'il y a un chef qui sait ce qu'il veut et qui dirige la manœuvre. Il n'y a pas eu de chef. Alors, non seulement il n'y a pas eu de chef, mais on peut remarquer le rôle du Rassemblement national, qui a tout refusé. Parce que dans les Gilets jaunes, au départ, toute première période, effectivement, ils ne voulaient pas s'intégrer à un parti politique, mais ils attendaient quand même, pour la très grande majorité d'entre eux, une aide du Rassemblement national. Mais elle n'a pas eu lieu. Cher ami, vous savez très bien ce que je pense du Rassemblement national. C'est une voie de garage. Ce sont des traîtres. Il n'y a pas d'autre terme, puisque en fait, ils trahissent les aspirations des bons Français un petit peu naïfs qui ont rallié le mouvement. Oui, mais actuellement, on le voit quand ils refusent ou la manière dont ils votent, aussi bien au Parlement européen qu'au Parlement, euh, soit ils s'abstiennent, soit ils votent. En fait, ils sont avec le pouvoir. Ah oui, Clair, net et précis. tout à fait. C'est la voie de garage, c'est le. Ah, il faut le savoir. Faut pas Mais trop. Et puis, il faut surtout ne plus donner une seule voix au Rassemblement national. C'est terminé, c'est parti, ne nous représente absolument pas en aucune manière que ce soit. Donc c'est oui, il faut juste grave. espérer que la population française, aux urnes, commencera à faire le distinguo entre le Front National et le reste, entre le Rassemblement National plutôt et leur aspiration. Tout à fait, tout à Quand fait. on Mais pense, on en est arrivé à tel point avec le Rassemblement national, c'est que maintenant j'estime qu'avec Retailleau, euh, parfois, dans certaines conditions, les républicains remplissent mieux le rôle que le Rassemblement national ne remplit plus. Oui. C'est même incroyable. Oui, c'est de la trahison. C'est un parti qui a été élu, dont les membres ont été élus justement parce qu'ils étaient d'opposition. Or, ils ne sont pas d'opposition, ce sont des collaborateurs fidèles même en plus. Tout à fait. Hein. Ils obéissent exactement, carrément au doigt et à l'œil. Et ce sont des traîtres. quand on pense aux dernières élections, Marine Le Pen, elle a perdu je ne sais plus combien de milliers ou de millions de voix et ils ont inversé les chiffres. Elle n'a même pas fait appel, elle n'a rien dit. C'est passé comme une lettre à la poste. Bien Ça entendu. veut, ça veut tout dire. Bien entendu.
Non, mais vous savez, c'est ce qu'on appelle l'opposition de Sa Majesté. Il n'y a rien de nouveau. C'est vieux comme le monde, ce genre de tactique. Donc, vraiment, on ne peut absolument pas tabler sur le Rassemblement national pour quoi que ce soit. C'est un agent du pouvoir pour tromper les gens. Et je peux dire qu'au Front National, il y a eu quelques gens compétents à une époque, ils ont été tous virés. Je suis bien d'accord. Et le seul qui n'a pas été viré, c'était ce malheureux Gollnisch qui était trop mou pour pouvoir faire quelque chose. Gollnisch, oui, n'a pas été viré, effectivement, et il a accepté les élections truquées quand il était en opposant de Marine Le Pen. Les élections étaient truquées, il n'a rien dit, et ensuite, ben, il a toujours participé. Il restait également Rojolan, mais lui, quand c'est Marine qui a pris le pouvoir, il est parti. Oui, tout à fait. Non, non, mais il y a j'ai bien connu Gollnisch à l'époque. Enfin, je l'ai connu par échange sur Internet et je n'ai jamais réussi à. Je l'avais proposé de déjeuner ou de dîner un jour ensemble. Je n'ai jamais réussi. Ça a toujours été avec lui le courage fuyant. Parce qu'il savait très bien que j'allais lui mettre le couteau sur la gorge. Oui. Non, non, mais écoutez. Non, Galniche, oh, il est très agréable. C'est un homme charmant, aucun problème. Brillant, il a Brillant. été Mais le plus alors, jeune. au point de vue appendice, dans le pantalon, il y a mieux. C'était, je crois, le plus jeune doyen de France, Ouais, ou un des plus jeunes. Euh, voilà. moins. Et alors? Bon, ça prouve qu'il n'était pas. Et en plus, il était quand même dans l'opposition. Il était à Lyon 2, il était quand même pas. Il avait quand même pas l'appui du pouvoir. Donc, il était quand même compétent. Enfin, je pense qu'il avait des compétences. Et Il puis, avait j'ai des discuté avec compétences, lui. c'est C'est ça. quelqu'un de Je vous dis, brillant, je vous dis, ce qui lui a très manqué, c'est le agréable. courage. C'est le courage qui lui a manqué. Mais ça, c'est autre chose. Et oui, le courage. Puis il y a peut-être aussi des côtés affectifs ou des côtés peut-être aussi vis-à-vis de la famille Le Pen, un combattant avec qui on était seul dans les années 75. Il y a ça aussi. Ça Euh, joue peut-être. Vous avez raison, il y a certainement cet aspect-là. Je me suis souvent posé la question, tout en ayant la réponse. Euh, je pense que de la part de Gollnisch, il y a une énorme admiration devant Le Pen. Oui. Et ce qui le paralyse. Mais il y en avait d'autres aussi dans un domaine beaucoup plus important vis-à-vis de De Gaulle. Il y en a qui ont l'admiration de De Gaulle parce que Tout à fait, tout à c'est fait. le père. Mais non, Ah De oui, Gaulle tout n'était à pas un fait. père, c'était Oui, alors, ça c'est évident. Ça c'est évident. Non, bon, j'ai connu cette époque-là. Moi, j'ai un petit peu connu Stirbois, oui, Jean-Pierre, oui, Jean-Pierre Stirbois et son épouse, d'ailleurs, Marie-France, Marie, Marie-France. Marie-France, exactement, qui un jour, déjeunant ou dînant avec mon épouse, m'a dit carrément que son mari avait été assassiné. Oui, 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 oui. Il y a un battement d'une demi-heure qui est pas compréhensible. Tout à fait. Tout Hein. à fait. Non, Alors mais j'ai, le problème, c'est que nos adversaires savent très bien quel est l'adversaire dangereux, et à ce moment-là, ils procèdent. oui, oui, c'était Agonis qui a été assassiné. le numéro 2 du Front National à l'époque. Et il se permettait, il se permettait de dire non à Le Pen sans aucun souci. Oui, tout à fait. Non. Et, et puis voilà, donc lui gênait probablement, oui. Oui, oui.
Ah, il Ben, gênait. le, Pour moi, c'est certain qu'il gênait, ça c'est évident. C'est le pour ça. premier qui a été assassiné, c'est Duprat. Hein? Oui, oui, C'est oui. Duprat qui a été assassiné en Encore un premier. autre. Encore un autre. Voilà. Euh, alors Jean-Marie Le Pen, lui, son appartement a été plastifié, Ouais. mais bon, il n'y a pas eu de gros dégâts et lui, en plus, il n'était pas là. Ouais. Donc, euh, Bonne façon pour se faire plaindre et faire venir les adeptes et les petits sous. oui, c'est une possibilité. Je ne sais pas si c'est le Oui, cas ou je sais. pour moi, c'est une certitude. Oui, 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 mais Vous savez à quel point je suis mauvais esprit. oui, mais bon, je pense que dans la vie, que dans la vie de Le Pen, il y a eu une première partie où il était, où c'était il était volontaire, il était partisan, et puis ben, il a quand même été trahi par cet orateur, avocat, mince, j'avais son nom tout à l'heure, Oui, je vois. euh, qui a trahi le mouvement, qui a été élu et qui a trahi le mouvement. Il y a eu également, enfin, il y a eu plein de trahisons. Et, attendez, c'était pas Si, Tixier-Vignancourt? Tixier-Vignancourt, oui, tout à fait. Ensuite, les gens de droite, il y a eu d'autres trahisons. Et celui des petits commerçants, notamment. Euh, Jade. ah si, Poujade, si, Poujade, Oui, 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 tout à Jade. fait. Qui s'est finalement, qui a accepté un poste bien, sans Bien souci et bien rémunéré, payé. bien au chaud. Bien Bien sûr. au chaud et bien payé, oui. Pas aussi bien que celui de l'Archer, mais pas mal quand même. Mhm. Et il y en a eu d'autres, et je crois que ça a fait une bascule. Parce que quand il était député, qu'il est parti, qu'il a rendu son écharpe pour partir volontaire en tant que parachutiste, il fallait le faire. Il y a une chose qui m'a toujours surpris chez certains hommes, c'est leur courage physique, notamment au combat, mais par contre leur lâcheté en politique. C'est très curieux, mais c'est un fait. Et je pense que c'est un petit peu le problème de Le Pen, entre autres. Oui, et puis également, il était marié, il avait ses filles. Moi, quand je regarde Le Pen, un débat extrêmement intéressant, c'est Le Pen contre Sarkozy. Hmm, Le, le, Le Pen, normalement, aurait dû faire une bouchée de Sarkozy. tout à fait, tout à Et, fait. Excellent et- rappel. et ce débat a pratiquement été gagné par Sarkozy. C'est pas normal. Je ne sais pas ce qu'avait euh, Sarkozy extrêmement retors, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Alors, soit il a menacé Le Pen, soit Le Pen ne voulait pas gagner pour des raisons qui lui étaient propres, je ne sais pas. Mais enfin, c'était pas normal. Alors, Euh, justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Soit Le Pen ne voulait pas gagner. À mon avis, ça a toujours été son problème. Il n'a jamais voulu gagner, arriver au pouvoir. Et ça, j'en ai eu plusieurs échos par des gens de l'intérieur, proches de Le Pen. Et rappelez-vous la tête qu'il faisait quand il est arrivé au deuxième tour, je ne sais plus à quelle élection et en quelle année. Rappelez-vous. oui, 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 tout à fait. Et du coup, rien n'a été prévu entre les deux tours. Hmm. Non, non, mais il était catastrophé. Moi, les témoignages que j'ai eus de gens qui étaient à côté de lui à ce moment-là étaient tous surpris son épouvante. De- Alors, il y avait un autre problème chez Jean-Marie Le Pen, c'est que il y a un grand homme qui avait mis comme épitaphe mon seul mérite est d'avoir su m'entourer. Le Pen a fait l'inverse, il virait quand même énormément des gens extrêmement compétents. Alors moi, je me suis posé des questions parce que j'en ai connu quelques-uns qui étaient extrêmement compétents et qui sont partis.
Alors, ils n'ont pas été virés par Le Pen, mais ils sont partis parce Cher que ami, j'en suis justement, j'en et suis. je ne vous ai pas rencontré, donc on s'est peut-être rencontré, mais je ne me rappelle pas. Et j'en ai vu plusieurs qui étaient brillants, qui étaient extrêmement compétents et qui sont partis. Euh, euh, Le Pen les a dégagés en fait, Mais et, Le Pen et ne c'était voulait pas normal. pas quelqu'un qui puisse lui porter ombrage. Donc tout ce qui dépassait un petit peu la toise, c'était dehors, d'une façon ou d'une autre. Alors effectivement, ou sauf ceux qui étaient avec lui, euh, et on revient au point de départ avec Bruno Gollnisch qui acceptait. Alors Bruno Maigret qui était extrêmement compétent et très brillant aussi que j'ai connu, ben, il est parti avec une hémorragie des cadres parce que les gens qui connaissaient le Exactement. mouvement ont suivi dans l'ensemble Bruno Maigret. Moi, je ne l'ai pas suivi parce que j'étais à cheval entre. J'avais des amis qui étaient partis avec Bruno Maigret, j'avais des amis qui étaient restés avec le Front. Euh, D'un autre côté, ma vie personnelle faisait que j'étais moins impliqué que précédemment. Donc, je suis un peu resté. Voilà. Mais Alors j'avais moi, des amis des deux côtés. j'ai pas mal connu Maigret, et d'ailleurs, j'ai voulu savoir ce qu'il avait exactement dans le ventre. Et on s'est rencontrés à l'aéroport de Marseille. On a eu une solide discussion, et j'avoue que j'étais sidéré. Tout ce qu'il m'a dit, j'aurais pu le dire moi-même. Oui. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi il a disparu de la circulation. Alors, ben, il a fondé le mouvement, le MNR, je crois, et bon, il y avait les cadres qui étaient avec lui, mais il n'y avait pas les militants. Il n'y avait pas aucune couverture médiatique, bien sûr, donc les médias l'ont complètement. Et c'est quand même Le Pen au niveau des électeurs qui avait les voix, quoi. Le problème de Maigret, c'est que malheureusement, il était gaulliste. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'un certain nombre de gens qui auraient pu être des militants autour de lui ne l'ont pas rejoint. Les militants, ça suffisait pas. Enfin, il avait les cadres plutôt. Oui, Ça, oui, il avait ça suffisait pas. exactement, il avait les cadres, pas les militants. C'était Oui. bon, ouais, c'était pas suffisant. C'est une ligne de fracture entre nous, c'est que il était nouvelle droite. Or, la nouvelle droite, c'était quelque chose de très bizarre. C'était pagano-athée, ça pouvait pas coller avec nos idées. C'est-à-dire qu'en fait, la nouvelle droite avait des qualités et pour moi, ils se sont fourvoyés en devenant anticatholiques. Alors, est-ce qu'ils se sont fourvoyés ou est-ce que dès le départ, ils l'étaient? Ce que je sais, c'est qu'ils avaient des bonnes idées, beaucoup de bonnes idées, Ouais, je suis et d'accord. plutôt que de voir le catholicisme comme un ennemi, la religion, c'est l'opium des peuples, mais le peuple a besoin d'une religion. Et maintenant, quand on regarde les différentes religions qui existent sur Terre, euh, ben moi, je suis désolé, je ne les mets pas toutes au même niveau. Je pense que le catholicisme est probablement la meilleure de toutes les religions. On est bien d'accord. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, si on regarde les sociétés, pour moi, il existe trois types de sociétés. Les sociétés dont la religion dirige le privé, les pays donc, ben, comme Israël, comme certains pays musulmans, les pays dont le privé dirige la religion. Alors, c'est un peu l'Angleterre, par exemple, depuis Henri VIII. Depuis Cromwell, C'est la Chine, avec l'empereur qui était au-dessus des dieux. Et la religion catholique, justement, c'est une séparation des deux pouvoirs. Alors bien sûr, comme l'homme est, est rempli de défauts, ça posera beaucoup de problèmes, mais c'est quand même peut-être le mieux. Et ensuite, quand on regarde les progrès, si on regarde la véritable histoire, bah, c'est quand même les sciences. La religion catholique a quand même
promu les sciences, n'a jamais interdit les sciences, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Et je crois que la nouvelle droite aurait dû s'appuyer là-dessus, même si elle était en retrait. Mais je crois il faut appuyer et la religion catholique, bien sûr, traditionnelle. Bon, Cela ça, va de soi. mais comment peut-on accepter un pape qui arrive et qui dit non, mais pendant 2000 ans on s'est trompé, maintenant on va Et faire évidemment, une. c'est ce que je ne cesse de faire remarquer. C'est. Enfin, Ouais. on verra bien avec Léon XIV ce que ça devient. Mais moi je crois que la nouvelle droite, donc parce il y a des gens intelligents, il y a des gens compétents, il y a des gens sincères. Oh là là, cher ami, quand j'entends parler d'intelligence, je commence à me méfier. L'intelligence n'est pas une vertu en soi, c'est un moyen. Oui, 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 je Ça, suis ça d'accord. dépend à quoi on la fait servir. Oui, d'ailleurs, dans la chevalerie, l'intelligence ne faisait pas partie des qualités d'un chevalier. C'est amusant. Ça, c'est incroyable comment, dans notre société moderne, quand on dit oh, quelqu'un est intelligent, moi je vous dis, premier réflexe que j'ai, c'est méfiance. À quoi fait-il servir son intelligence? Tout est là. Oui. Alors, c'est encore à moi de parler. Assiste-t-on réellement à un renforcement de l'hégémonie militaire israélienne et à un affaiblissement de l'Iran? Je suis incapable d'y répondre. On ne sait pas encore parce que, bon, incontestablement, l'Iran a fait d'énormes progrès, d'où l'inquiétude des Israéliens et bien entendu des États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis bombardent eux-mêmes les positions iraniennes. Il faut le savoir, c'est pas Israël seulement. Et les États-Unis de Trump bombardent eux-mêmes les positions iraniennes pour essayer d'empêcher que l'Iran ne triomphe contre Israël. Donc cette affaire-là est en cours et il est difficile de dire comment ça va se terminer. Bon, voilà, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Et tout ça alors qu'il disait qu'il ne voulait plus de guerre lors des élections. C'est comme ça qu'on se fait élire. L'Iran va recevoir les nouveaux avions chinois. Oui, oui, oui. Alors, l'inconvénient, c'est que pour être un pilote sur un avion, quand on regarde Ateshouet, il dit qu'il faut un an, 2 ans pour un pilote confirmé pour passer sur un nouvel avion. Je veux dire, l'Iran n'aura pas même s'il reçoit les avions, ça ne seront pas utilisables immédiatement. Oui, très probablement, mais j'ose espérer que la Chine, en livrant ses avions, a tout de même modifié les indications dans la langue utile pour les nouveaux utilisateurs. Oui, mais quand on regarde un joystick qui a déjà lui-même, avec les combinaisons de touches, 120 fonctions différentes, ouais, Non, non, il faut 6 mois, un an pour apprendre à non, servir non, d'un je joystick. suis d'accord. C'est un cadeau qui ne peut être utile qu'à retardement. Voilà, hein, mais dans 2 ans, les Iraniens ont plein de gens extrêmement, alors, je vais reprendre un terme que vous n'avez pas aimé, mais extrêmement de gens compétents et intelligents, capables de manœuvrer ces Non, mais engins. je crois surtout que, plus ou moins basé sur ces armements fournis par la Chine et par la Corée du Nord, pas oublier la Corée du Nord, je pense que les Iraniens sont capables de créer leur propre matériel. Oui, oui, Ça, on en a déjà un certain nombre d'échos dans la presse, comme ça, comme quoi ils sont capables de fabriquer ceci ou cela. mais je me demande bien si c'est pas un des pays qui sort le plus d'ingénieurs par an. C'est possible. Ah non, c'est possible. Ils ont ils ont des facs, ils ont des ingénieurs, ils sortent des ingénieurs. C'est absolument phénoménal. Ils doivent être peut-être juste derrière l'Inde. Ils sont loin devant les États-Unis. Mais les États-Unis, ils ont tout à reconstruire. En supposant que Trump veuille
en supposant qu'il veuille vraiment appliquer son programme et non pas le programme du Deep State, il faut tout revoir. Parce que les meilleurs éléments aux États-Unis, ils font pas des écoles d'ingénieurs, ils font des écoles d'avocats ou des écoles de chirurgiens plasticiens, des choses qui rapportent. Exactement. Donc déjà, et c'est un gros problème pour l'industrie américaine de la sécurité, c'est que pour être ingénieur dans une usine d'armement, il faut être américain. Or, les ingénieurs qui forment, ils viennent de l'Inde, ils viennent de la Chine, certains sont français, ils ne peuvent pas aller dans les industries d'armement. Et ils vont en avoir quand? Non, Et non, mais c'est pareil pour leur armement. C'est bien beau. Quand on regarde la dernière guerre, 40-45, ils sortaient un porte-avions tous les 15 jours, un destroyer toutes les semaines. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucune usine. Il faut déjà fabriquer des usines capables de fabriquer des usines de métallurgie dans les c'est champs. curieux. Je ne comprends pas d'où vient cette décadence. Je ne comprends pas. C'est curieux. Ben, Ils sont endormis sur leur laurier. Et puis il faut voir que l'État profond a un mépris, voire une haine du peuple, qui n'est pas, Certain. qui n'est pas eux. Alors entre le mépris, c'est pareil. Quand on regarde la Russie, quand on a un adversaire, on essaye de voir ses forces, on essaye de voir ses faiblesses, on essaye de savoir différentes choses. Eh bien, vis-à-vis de la Russie, non, ils ne se sont pas posé des questions. Et oui, j'emploie le mot intelligent d'un certain côté et j'emploie le mot bête de l'autre. Et ce qu'il y a, c'est que comme ils ont réussi par la prévarication, par les assassinats, à obtenir un certain pouvoir, ben, ils croient, ils pensent qu'ils sont... Voilà. C'est rien. Et heureusement, heureusement pour nous. Vous avez tout Donc, à fait raison. Tout à fait raison. Donc, à propos, quels sont les pays, selon vous, les plus disposés à remettre en cause ce rapport de force? Bah, il y en a deux qui sautent aux yeux. C'est la Russie et la Chine. Et la Corée du Nord, bien sûr. Mais fondamentalement, la Russie et la Chine. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui embarrasse les États-Unis aujourd'hui, c'est que ils ont perdu leur supériorité. Au point de vue militaire, ils ont perdu leur supériorité. Les armements, je voyais ça dernièrement, les armements que sortent les Russes et les Chinois sont technologiquement plus avancés que l'armement américain aujourd'hui. Alors certes, l'armement américain est beaucoup plus nombreux, mais technologiquement, il est désuet. Ils n'ont pas su renouveler parce qu'ils sont endormis sur leur laurier. Ils ont cru qu'ils avaient la partie gagnée, etc. Pendant ce temps-là, les autres ont travaillé. Et ça leur retombe sur la figure à ces braves petits Américains. il y a aussi deux autres pays. Il y a le Pakistan et il y a aussi l'Inde. Alors l'Inde a une position de neutralité, mais moi je serais maudit. Je me dirais quand même, si les États-Unis gagnent, ça sera peut-être pas bon pour moi pour la suite. Alors, vous avez raison, je partage exactement ce même avis, et je pense que tôt ou tard, l'Inde se rapprochera, sinon officiellement, tout au moins subrepticement, de la Chine et de la Russie. Quant Oui, au là. Pakistan, c'est très bizarre. J'arrive pas à me faire une idée sur la politique du Pakistan. Je sais pas, c'est ambigu. Alors le Pakistan, ils ont comme ennemi l'Inde. Ils Ils sont ont... liés aux, Oui, évidemment, oui. ils sont liés aux États-Unis. Oui, exactement. Mais d'un autre côté, leur population, pas sûr qu'elle aime beaucoup, qu'elle apprécie beaucoup les massacres des Gazaouis. Entièrement d'accord. Et puis, comme on dit, être l'ennemi des États-Unis, c'est pas génial, mais être son ami,
C'est pas C'est pas forcément mieux. bien non plus. C'est pas mieux. C'est pas Donc, mieux. et C'est pas puis avec compliqué. la Chine quand même, les évolutions avec la Chine, puisque c'est la Chine qui a fourni au Pakistan les avions qui ont mis en déroute nos Rafales, euh, il y a aussi des liens. Donc, ça devient très complexe. Et les Américains dans l'histoire, eux, perdent. Ils perdent partout. Et c'est très bien parce que moi, j'avoue que j'ai une dent contre les Américains, ne serait-ce que pour ce qu'ils ont fait avec la BNP. Bon, je ne parle pas de tout ce qu'il y a eu avant, mais rien que l'amende infligée à la BNP. Mais nous, on aurait dû leur demander très bien, on paye l'amende pour la BNP, mais vous nous devez 10 fois plus avec vos actions pourries. Bien Voilà. d'accord. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que, bon, d'une part, il y a la puissance des États-Unis, mais dans le manque de réaction de nos dirigeants et des dirigeants européens en général, il ne faut pas oublier un autre facteur qu'on oublie peut-être un petit peu trop, c'est le poids de la maçonnerie. Donc finalement, les véritables ordres ne viennent pas nécessairement de Washington, ils viennent de la loge. Oui, On oui, oublie oui, oui, ça et aussi. c'est ça qui s'est produit. Mais si on regarde le livre de Sun Tzu, eh bien, on peut s'apercevoir que tout ce qui nous arrive, mais quand on regarde le livre, trahison des élites, la perversion des peuples, on a ça, destruction de la famille, et puis on voit la gay pride, etc. C'est bien la perversion des peuples. Et justement, c'était la première question avec le pédophile. Dans une société normale, le type, il serait passé sur un bûcher. Et puis Ah c'est oui, ah oui, il faut regretter cette époque. Il faut regretter cette époque. Et qui était une époque beaucoup plus saine et beaucoup moins malade. Nous qui sommes évolués, maintenant, on autorise les criminels, les assassins, à faire quelques brefs séjours en prison et on leur donne la liberté de recommencer. Tout Je n'ai à fait. pas l'impression que nous sommes si évolués que ça finalement, Tout à et je fait. pense que les autres l'étaient beaucoup plus. Et Et quand on dit prison, c'est des beaux hôtels, je trouve, pour les Ah ben, vacances, hein. bien entendu, bien entendu. Cette société démocratique occidentale est pourrie à la base, ça, c'est certain. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'un jour, malheureusement, ce ne sera pas par la force des Européens, ça je ne crois pas. Je pense que la réaction viendra de l'extérieur et qui réglera le problème. Et donc, il y a la Chine, il y a la Russie qui pourraient jouer ce rôle. Non, malheureusement, les peuples européens sont des peuples avachis, à commencer par les Français. C'est triste à dire, mais on ne peut que le constater. oui, ils ont été, mais Et masculés. oui, par l'éducation nationale, avec Jules Ferry, Ah, tout qui à a fait. dit, Le Front National. j'en ferai des bons républicains. Voilà, Tout à fait. voilà. Et le programme de Jules Ferry, qui était la phase 1, a été terminé par la phase 2, Langevin-Vallon. Entièrement d'accord. Et avec Payon, qui a dit on terminait la révolution. Et alors, il ne faut pas oublier aussi la saignée des Ah, de deux 14-18. cardinals qui ont été voulus. Oui, 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 oui. Et en parlant de 14-18, moi, je me 14-18, oui. rappelle, Adolf Hitler a dit dans Mein Kampf, à l'époque, dans les années 20, il descendait les niveaux des écoles pour abaisser les gens. Hmm. Il descendait déjà le niveau de tout le monde. Oui, non, tout à fait. Tout à fait. Mais la République n'a pas besoin de savants, vous savez bien ça. Oui, ben, c'est les Montgolfiers qui ont été assassinés. Exactement. Bien. Alors que les chrétiens d'Orient sont la cible d'attaques attribuées à l'État islamique, en Syrie notamment, quel regard portez-vous sur leur situation? Ce sont des gens abandonnés au crime d'Israël. C'est ça l'Occident.
Malheureusement, c'est ça. Donc, une autre question. Depuis sa prise de fonction au Vatican, le pape Léon XIV appelle régulièrement à l'unité au sein du monde catholique. Peut-on espérer un revirement conservateur de sa part ou va-t-il, au contraire, suivre la pente de son prédécesseur? Excellente question. Je suis incapable d'y répondre. Ça, on verra ça dans le temps. Bon, je pense de toute façon que pire que François, ça me semble difficile. Donc je pense qu'on va tout de même vers un mieux. Alors, le problème, c'est que, évidemment, François avait placé tous ses hommes autour de lui. Donc, ils tiennent Rome, ils tiennent le Vatican. Comment est-ce que Léon XIV va pouvoir manœuvrer avec ce- ce- ce genre de cadre a priori hostile à un changement de direction au Vatican? Difficile à dire. De toute façon, comme toujours dans les histoires ecclésiastiques, ça se passera doucement, imperceptiblement, progressivement. On verra. On verra. De toute façon, on ne peut que voir au fur et à mesure quelles seront les mesures prises par Léon XIV. Plus généralement, comment voyez-vous l'avenir du catholicisme en France et dans le monde? Bonne question et question embarrassante. Bon, je ne suis pas d'un nature pessimiste, vous le savez très bien. Je pense que le catholicisme a un avenir en France et dans le monde en général. Alors, il faut évidemment savoir ce qu'on entend par catholicisme. Ça ne peut être que le catholicisme appuyé sur la tradition. Pourquoi est-ce que je suis optimiste? Parce que, en fait, la religion, le catholicisme appuyé sur la tradition est un point de repère dans un monde qui n'en a plus aucun. Et donc, je pense que fatalement, et d'ailleurs, un certain nombre de sondeurs signalent justement un retour de gens qui avaient complètement, ou été aussi à la religion, ou s'en étaient détachés, et ils notent un retour à la religion. Donc, je pense que tout de même, c'est toujours la même chose, vous savez, à force de descendre, de descendre, de descendre, que le mal soit de plus en plus visible, tôt ou tard, ça provoque une réaction. Et je pense qu'on est au départ de ce phénomène. Mais qu'est-ce qui va motiver les gens à retourner à l'église? Il va falloir une guerre ou quelque chose qui soit vraiment très mal? Ben, je crois, d'après ce que je peux voir, soit par des informations, soit par des exemples autour de moi, ce sont des gens qui ont, je viens de le dire d'ailleurs, qui n'ont plus de repères et qui se rapprochent de l'Église pour essayer de trouver une réponse à leur peur du vide. Dans votre dernière conférence, où je n'ai pas pu y venir, vous parliez je sais pas, vous parliez de ce qui était une des raisons euh, de la bêtise de l'Église catholique, ou plutôt moins de ce qui faisait que les gens, vous avez parlé de si on frappe sur la joue gauche, sur la joue droite ou l'inverse. Il y en a une autre également, c'est que j'ai lu quelque part que tu ne tueras point, ce n'est pas la traduction exacte. La traduction exacte, c'était tu n'assassineras point, ce qui n'a rien à voir. Parce que tu ne tueras point, ça veut dire que l'Église est obligatoirement contre l'armée. Elle est contre tout ça. Tu n'assassineras point, c'est différent. Ça veut dire qu'on a le droit de tuer pour Très défendre sa intéressant, famille. bravo, très Voilà. intéressant. Donc je m'étais dit qu'il fallait que je vous le dise. Oui, mais vous connaissez la vieille formule, tradutore traditore. Si, signore.
Tout est là, il est évident, mais vous savez qu'une de mes formules est de dire que les mots sont les drapeaux des idées. Vous changez le sens du mot et vous changez de bannière. Oui, il y a ça, effectivement. Et ça, ils sont très forts pour ça. Hein, c'est 1984. Mais il y a plus simple, Parce que c'est je le la ferme signale. des animaux. La ferme des animaux, je sais pas, vous l'avez lu? Mhm. C'est tout petit. Oui, oui. Donc là, c'est pas Oui, c'est il les y a phrases. longtemps, il y a longtemps. Oui, oui, c'est les phrases qui sont changées. En enlevant des mots, ils changent le sens de la phrase. Évidemment. Tout est là. Et sinon, Je disais, tout est là. c'est dans Orwell. Orwell. Euh, la guerre, c'est la paix. Voilà, comme on est actuellement. Hein, oui. Tout à fait. Quand pensez-vous revenir sur Paris? Non. Ce sera le 6 septembre. Parfait. Le 6 septembre, c'est Et retenu. d'ailleurs, si vous avez de quoi noter, je vais vous donner les 4 dates jusqu'à la fin de l'année. 6, 9, 6 septembre, 11 oui. octobre, 11, 10, 11 octobre, 8 novembre 8, 11, et 6 décembre. 6, 12. Eh bien, écoutez, faites savoir autour de vous, Oui, Oui, oui. notamment pour les Parisiens, oui, oui. faites savoir autour de vous. Voilà. Bien. Donc cet entretien est terminé. Merci docteur Philippe Ploncard-Dassac. Merci Jean-Manuel. Merci Patrick. Je suis Eric. C'est moi qui prends en charge l'enregistrement, le montage et la mise en ligne de cet entretien. Merci à vous. Merci encore Ah, à nos téléspectateurs pour votre fidélité et à une prochaine fois. Très bien, bien écoutez, je tiens à vous remercier de la qualité des questions. Bravo. Vraiment, je peux être fier de mes collaborateurs. Alors là, je crois pas qu'il y en ait beaucoup comme ça. ah ben, les Euh, questions, moi, j'y suis pour rien. Hein. hein. Les questions, c'est Eric, je crois. Eric et vous, peut-être. Oui, Eric. Eric et moi, oui, incontestablement, je suis un petit peu l'inspirateur d'un certain nombre de questions et Eric m'a très très bien épaulé, et ça je tiens à le reconnaître. Mais je tiens d'ailleurs à demander à tous ceux qui nous écoutent s'ils ont des questions auxquelles ils voudraient que je réponde, qu'ils ne se gênent pas, hein. Je suis tout à fait ouvert à toutes les questions que tout un chacun voudra poser. Il n'y a aucun problème. Donc Merci, voilà. docteur. Bah, écoutez, chers amis, on va arrêter là. Merci encore de vos questions intelligentes. La suite au prochain entretien. Bien, ben, merci, docteur. Merci, Eric. Mais merci à vous. Je vous dis, je répète, merci de vos bonnes questions. Et vraiment, je suis content d'avoir des collaborateurs intelligents. Merci docteur, merci Jean-Manuel, merci Patrick. À bientôt. À bientôt. À la prochaine. Ah. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.